À tous. Le webinaire est en cours d'enregistrement, c'est fait. Bonjour à tous. Valérie Duna, Efficience Santé au Travail. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la thématique le défi de janvier, l'alcool en entreprise, comment prévenir et accompagner. Pour ce webinaire, nous avons la chance d'être accompagnés de Gaëlle Sautin, responsable de la prévention régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Addiction France, et également du docteur Bernard Basset, médecin en santé publique, vice-président du fonds d'Addicted et président de l'association Addiction France. Pourquoi effectivement ce webinaire? Efficience, nous sommes un service de santé au travail et donc nous accompagnons nos entreprises dans tout ce qui va concerner la prévention primaire, notamment là sur cette thématique de l'addiction et notamment l'alcool. Et donc, préparons ensemble ce fameux défi de janvier. Alors, justement, qu'est-ce que le défi de janvier, Bernard? Bonjour. Le défi de janvier, c'est une initiative d'abord intéressante et originale qui a lieu en France depuis 3 ans. Enfin, ça va être la 3e année en janvier. C'est calqué sur quelque chose qui existe en Angleterre depuis 2013 et qui s'appelle le Dry January. Alors, ça consiste à faire une pause dans sa consommation d'alcool. C'est une pause volontaire, ce n'est pas une injonction, on choisit de faire une pause pendant un mois, après la période des fêtes, évidemment, qui est assez propice à la consommation d'alcool et parfois d'alcool de manière un peu débridée. On le sait tous, ça nous a tous concernés. C'est ça le défi de janvier. Ce n'est pas normatif, ce n'est pas moraliste, c'est faites une pause, vous en ressentirez les bienfaits et les bénéfices. Très bien. Alors du coup, quels en sont les bénéfices de ce défi de janvier, Bernard? Alors, les bénéfices, c'est essentiellement, pas seulement, mais essentiellement dans l'immédiat, des bénéfices de sentiments de bien-être. Ça a été évalué, en particulier par les Anglais, qui ont fait des études très sérieuses pour savoir si les gens retiraient des bénéfices immédiats. Alors, effectivement, il y a des bénéfices immédiats. En particulier, on dort mieux. On dort mieux, on se sent plus plein d'énergie, on est plus concentré. Il y a une sorte de sentiment de bien-être qui est assez immédiat. On est moins stressé. Et puis, il y a des bénéfices physiques qu'on peut voir. On perd du poids. Il faut savoir, l'alcool, c'est toujours calorique. Quand on boit de l'alcool, on prend des calories. Je sais pas, un demi de bière, c'est une centaine de calories, 150 calories. Donc, ce n'est pas complètement négligeable. Donc, quand on fait le défi de janvier, quand on fait cette pause, quand on relève ce défi, la plupart du temps, on maigrit. Ah, évidemment, il ne faut pas compenser par des pâtisseries, mais si on continue, je dirais, à sourire comme avant et qu'on supprime l'alcool, on maigrit. Et puis, il y a des effets bien connus par tous les médecins, c'est que ça fait baisser la tension d'1 ou 2 points. La maximale de tension baisse, ce qui évidemment est favorable pour la santé. On sait que l'alcool favorise les maladies cardiovasculaires, favorise en particulier les AVC, et donc baisser sa consommation d'alcool diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Très bien. Alors, pourquoi la prévention contre les effets de l'alcool est-elle aussi difficile en France? Alors, elle est difficile, à mon avis, pour 2 raisons. Alors, la première, elle est un peu culturelle, c'est dans nos habitudes. Je veux dire, on associe mécaniquement, je dirais, évidemment à tort, mais on associe mécaniquement la fête, la convivialité à la consommation de l'alcool. Et puis, il y a le fait que on est un pays quand même où on produit de l'alcool. Et donc, on produit de l'alcool et cette consommation est évidemment promue par l'industrie de l'alcool, les viticulteurs, etc., qui sont un lobby puissant et qui ont réussi à installer cette consommation d'alcool dans les habitudes. Et c'est tellement installé que c'est vrai que les rencontres sont souvent associées à la consommation d'alcool. Et c'est très difficile
résister à cette pression sociale hein, qui est quasi mécanique, c'est-à-dire on se rend compte, bah, tu prends un verre, mais sous-entendu, c'est un verre d'alcool, c'est pas un verre d'eau. Donc, il y a cette pression sociale, culturelle, et puis il y a la promotion et la promotion publicitaire par l'industrie de l'alcool et les alcooliers qui font que toute cette pression n'est pas favorable à la prévention et à l'information sur les dangers de l'alcool. Très bien. Alors, une question, c'est quoi l'éthanol? Alors, l'éthanol, c'est justement la molécule, c'est une molécule qu'on trouve dans tous les alcools. On la trouve aussi bien dans le vin que le cidre, que la bière, que le whisky, la vodka, que sais-je, Marie Brizard, tout ce qu'on veut. C'est ça qui fait que la boisson est alcoolique. Et c'est ça qui supporte à la fois l'addiction, hein, quand on devient dépendant, on devient dépendant à l'éthanol. Et puis, c'est la molécule aussi qui provoque les dégâts pour la santé, qui sont nombreux, hein, qui touchent à la fois la sphère du foie, des voies aérodigestives supérieures, etc., les maladies cardiovasculaires, comme je l'ai dit. Et donc, c'est l'alcool qui est présent, l'éthanol, donc, qui est présent dans tous les alcools, qui est la cause des problèmes de santé qu'on peut rencontrer en consommant de l'alcool, quel que soit l'alcool. Alors, on se pose aussi une autre question, hein, c'est y a-t-il des alcools plus toxiques que d'autres? Alors malheureusement ou heureusement, non. Tous les alcools sont toxiques et tous sont toxiques de la même manière. On a parlé de l'éthanol, c'est la quantité d'éthanol qu'on boit qui est directement corrélée aux problèmes de santé qui en découlent. Donc, ce qui compte, c'est la quantité et la fréquence avec laquelle on consomme de l'alcool. Mais la quantité d'alcool dans un verre de vin, dans un demi de bière, dans une dose de whisky, elle est la même, et donc le danger est le même. Ce n'est pas lié au type d'alcool, c'est lié à la quantité d'éthanol qu'on ingurgite à chaque fois. Très bien. Alors, on l'entend parfois, hein, c'est bon pour la santé. Le vin a-t-il un effet bénéfique sur la santé? Alors là c'est très clair et les données scientifiques sont de plus en plus claires. L'alcool et le vin n'ont aucun effet bénéfique pour la santé. Alors, il y a eu pendant très longtemps, effectivement, cette Croyance. c'est vrai, c'était une croyance en disant bah, un petit verre, ça ne fait pas de mal, d'une part, et puis en fait, c'est bon pour la santé. Voilà. Mais c'est vrai que c'était très lié, je dirais, au fait que on est un pays où on consomme, on a l'habitude de consommer, donc on a quand même tendance à se justifier et à argumenter sur le fait qu'on consomme un produit, bon, alors, autant qu'il soit bon. Malheureusement, non. Toutes les études démontrent que le risque lié à la consommation d'alcool commence dès le premier verre. Alors évidemment, quand je dis ça, ça veut dire que au premier verre, le risque est faible. Mais évidemment, plus on augmente la consommation, plus évidemment les risques sont importants. Et ils sont importants aussi bien pour le vin que pour les autres alcools. Alors les producteurs de vin ou les milieux viticoles ont toujours essayé de trouver des arguments en disant il y a des polyphénols qui protègent, il y a, je sais pas, il y a le resveratrol, enfin, vous voyez, ils essayent toujours de trouver une molécule qui irait à l'encontre des données scientifiques qui sont absolument indubitables. Mais non, il faut se rendre à l'évidence, toute consommation d'alcool présente un risque et plus on consomme, plus le risque augmente. Alors, dans la consommation, justement, une question qui est aussi c'est souvent posée et qui questionne tout le monde, c'est quoi une consommation d'alcool raisonnable? Où est la raison dans tout ça, là? Alors, la raison ultime, si j'ose dire, bon, si on est totalement rationnel, ça voudrait dire ne pas boire. Alors évidemment, on est tous, bon, l'alcool procure du plaisir, hein, c'est pour ça qu'on boit, hein, ça rend un peu euphorique, ça
rend moins timide, par exemple dans certaines relations, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ne pas boire d'alcool et se diriger vers la prohibition, c'est certainement pas une voie. Donc, Santé publique France a essayé de déterminer quelle était une consommation d'alcool avec un risque acceptable, si j'ose dire. Et à partir des études sur les risques, les conséquences des consommations, ils sont arrivés au fait que divers d'alcool par semaine, divers standards d'alcool par semaine, c'est-à-dire en fait 2 verres par jour et pas tous les jours, hein, ça serait une consommation avec un risque acceptable. Donc c'est pour ça que tout le monde s'est mis d'accord pour promouvoir ces repères de consommation. Donc 2 verres par jour, pas tous les jours, et 10 verres par semaine. Merci. Alors, quel type de consommation induit le plus de risques? Alors, ce qui induit, les consommations qui induisent le plus de risques, alors le premier, c'est d'abord de commencer jeune. C'est la précocité des consommations. Plus on commence à consommer de l'alcool jeune, plus on a d'une part de risque d'en consommer davantage quand on sera adulte ou plus âgé, mais surtout, il y a un risque particulier quand on est jeune, c'est que le cerveau n'arrive à maturation, je dirais, n'est complètement fini, pour parler concrètement, que vers 20-25 ans. Et donc, l'alcool est un toxique pour le tissu cérébral. Donc, quand on boit jeune, on s'attaque à un cerveau qui est toujours en phase de maturation et on prend plus de risques pour son cerveau et éventuellement pour ses possibilités intellectuelles futures. Et puis, donc, consommer jeune, c'est quand même pas bon du tout. Et puis, il y a des consommations qu'on pourrait appeler, je veux dire, à tort, thérapeutiques. C'est-à-dire, on sait que l'alcool, je l'ai dit, est un anxiolytique. Hein, il calme l'angoisse, il déstresse. Et des gens déprimés peuvent utiliser l'alcool pour justement calmer leurs angoisses, leurs dépressions et tout. En fait, ce n'est pas un bon moyen et on s'enfonce dans une spirale sans fin où les effets de l'alcool aggravent les problèmes de santé mentale. Donc, utiliser l'alcool pour calmer ces angoisses, c'est certainement pas une bonne solution. Et puis, alors, on le sait, il y a la recherche d'ivresse, hein, je l'ai dit, on peut s'étourdir avec l'alcool, on peut boire beaucoup, justement, pour, en principe, accroître les effets de plaisir, mais on sait tous qu'au bout d'un certain moment, le plaisir se change en vomissement, en perte de connaissance, en tout ce qu'on veut, en gestes inappropriés dans les relations sociales, voire agression sexuelle ou drague lourde. Enfin, bon. Donc, cette recherche d'ivresse, là aussi, ses inconvénients. Alors, on parle beaucoup de binge drinking, hein, c'est-à-dire justement de recherche d'ivresse ponctuelle. Et alors, la définition de l'ivresse ponctuelle, c'est 4 verres et plus en une seule occasion dans un laps de temps très court. Donc, c'est boire beaucoup, rapidement, pour atteindre l'ivresse. Alors, au-delà de ça, effectivement, quelle est la réalité aujourd'hui en entreprise? Donc, on suit une étude, hein, une cohorte Constance. Alors d'ailleurs, je peux vous en parler parce qu'effectivement, je fais partie de ce panel, c'est un pur hasard là, mais des cohortes. Et ça fait plus de 8 ans maintenant, et je me suis aperçue que beaucoup de questions avaient évolué, notamment sur les consommations d'alcool, de drogue. Et donc, on voit bien qu'il y a une préoccupation de santé publique, hein, qui évolue et ça se voit dans les suivis qu'on peut avoir. Alors, une chose qui est très importante, c'est que tous les secteurs d'activité sont concernés. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à stigmatiser certains secteurs, qui étaient notamment le BTP ou alors l'industrie lourde, parce qu'effectivement, il y avait une pénibilité qui était associée à leur métier. Et puis, en fait, on s'aperçoit que ces secteurs-là ont
malgré tout déjà beaucoup réagi, puisque c'était lié à la sécurité. Donc, il y a eu des drames qu'on a tous entendus. Et du coup, la réaction, elle a été effectivement par rapport à la sécurité. Mettons effectivement nos collaborateurs et notre entreprise en sécurité. Mais aujourd'hui, on voit bien que tous les secteurs, même les secteurs tertiaires, sont tous touchés effectivement, puisque une entreprise, par exemple, de 1000 collaborateurs, ben, finalement, elle représente la société telle que vous pouvez la voir tous autour de vous. Alors, ça touche surtout, là, les chiffres que l'on voit, c'est surtout la population active occupée, c'est-à-dire les personnes qui sont en poste. Donc, on a, par exemple, 19,8% d'hommes et 8% de femmes qui ont un usage dangereux de l'alcool. Alors, notamment les femmes, effectivement, c'est aussi une évolution que l'on voit. Alors, par exemple, hier soir, je ne sais pas si vous étiez derrière votre écran de télé, mais il y avait une émission L'alcool et les femmes à 22h50 sur France 2. C'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Alors, cette évolution, notamment sur les femmes, c'est quoi? C'est que finalement, l'évolution des postes, et notamment des postes à responsabilité et l'évolution des femmes dans l'entreprise, nous ont amené, alors je dis nous parce qu'effectivement, voilà, nous sommes dans cette société, nous les femmes, eh bien, on a un comportement qu'on peut appeler un peu un mimétisme masculin. Et donc, comme ça l'a été sur la cigarette, eh bien, cela évolue aussi sur la consommation d'alcool. Et les femmes sont physiologiquement beaucoup plus sensibles que les hommes à l'alcool. Donc, c'est un phénomène aujourd'hui qui est sous la rampe des projecteurs parce qu'effectivement, c'est un sujet important. Alors, les CSP, effectivement aussi, les plus concernés, eh bien, employés, 22, les ouvriers, les femmes cadres, donc j'en parlais. Mais on a une tranche aussi qui est assez importante, c'est les 18-35 ans. Et qui sont souvent aussi cette population-là avec des alcoolisations qui sont parfois un peu fortes, avec des habitudes qui s'installent notamment autour de ce qu'on peut appeler les after-work, qui sont aujourd'hui un vrai danger dans les entreprises. Alors, vous allez me dire, mais j'y vais un peu fort. Eh bien, c'est pas si fort que ça, parce qu'en fait, ça instaure des habitudes et je vois pas mal de communications sur LinkedIn qui en fait naviguent entre deux eaux, c'est-à-dire qu'entre la consommation d'alcool qui s'installe, qui s'instaure et qui devient finalement une habitude, et c'est de ces habitudes-là que finalement les gens vont avoir des conduites addictives à risque, c'est-à-dire que dans l'entreprise, et ça devient un paradoxe, on entame des démarches de prévention. Et puis, paradoxalement, on va aller inviter les collègues d'une équipe, le manager a l'impression de souder ses équipes, d'être un vrai leader parce qu'effectivement, il a son équipe autour de lui, autour d'une bière. Et il se dit, oui, voilà, je crée de la convivialité. Alors, je pense que c'est à la fois une fausse idée du management, c'est effectivement des moments de convivialité, mais peut-être qu'on peut les avoir différemment. Et puis, on a aussi une petite problématique sur l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a de plus en plus de communication là-dessus où on dit, mais en fait, le soir, nous, on a envie de rentrer chez nous et on n'a pas envie forcément d'être autour d'un verre, mais parce qu'on le fait, parce que tout le monde le fait. Donc, si je ne le fais pas, je ne fais plus partie de l'équipe. Enfin, du coup, voilà, ça questionne aussi sur la relation, effectivement, manager-manager. Donc, je déborde un peu, hein, excusez-moi, mais ce sujet, du coup, amène aussi à regarder les comportements vraiment dans l'entreprise et par rapport à tout ce qui va concerner le management. Alors, je reviens juste sur les alcoolisations, du coup, ponctuelles importantes, hein, ou le binge drinking, comme le disait Bernard. Parmi la population active occupée, eh bien, c'est quand même 27,5% d'hommes et 11,5% de femmes qui connaissent des épisodes, ce n'est pas un, mais c'est des, au moins une fois par mois. Donc, ça veut dire qu'on a une recherche quand même d'ivresse, parce que finalement, l'objectif, il est effectivement là-dessus, au moins une fois par mois. Donc, ça devient quand même un phénomène qu'il faut un petit peu regarder. Et la part des salariés donc, concernés par une API au moins une fois par mois en fonction de l'âge, eh bien, on voit qu'on est toujours sur la même cible, 18-35 ans, les hommes et 11,4%, 35 ans, 8,6% pour les hommes. Et après, plus l'âge avance et plus la part des femmes diminue. Mais voilà, juste pour faire un petit point, c'est un vrai sujet et aujourd'hui, ça concerne toutes les entreprises. Et il ne faut vraiment plus stigmatiser
tel ou tel secteur d'activité. Et je pense que ça, c'est important. Alors, la transition, finalement, une fois que j'ai ce constat, qu'est-ce que je fais en entreprise? Quels sont les enjeux aujourd'hui d'une démarche globale de prévention? Alors, je vais passer la parole du coup à Gaëlle. Alors, pourquoi se préoccuper, Gaëlle, de la question de l'alcool dans le cadre du travail? Alors, ce qui motive le plus souvent les entreprises pour s'intéresser à cette question-là, c'est alors il y a énormément d'enjeux de sécurité, donc ça c'est sûr, avec des risques d'accident du travail, accident de trajet, des risques pour la santé, santé physique, santé mentale, et puis aussi la santé sociale, nos relations et le climat social. Il y a aussi beaucoup d'enjeux de qualité et de performance au travail. On sait que l'alcool fait partie des produits qui troublent les fonctions cognitives au niveau du cerveau, donc il va venir troubler nos capacités de concentration, de précision en termes de tâches, de jugement critique, d'adaptation et d'apprentissage, de mémorisation. Le travail actuellement change et depuis déjà un certain nombre d'années, il y a des évolutions extrêmement rapides dans les méthodes de travail, dans les process, et ça nécessite pour les salariés des adaptations permanentes, des réapprentissages des métiers de manière très, très régulière. Et c'est vrai que l'alcool fait partie de ces produits qui ont une toxicité importante pour le cerveau. Et puis, il y a derrière ces consommations aussi beaucoup d'enjeux de responsabilité. Donc, c'est un moteur aussi important pour les entreprises. Des responsabilités, on y reviendra tout à l'heure, qui sont partagées, qui ne pèsent pas uniquement sur l'employeur, mais qui sont quand même un moteur important. L'employeur, aujourd'hui, a une obligation de sécurité de résultats en matière de santé au travail. Donc, ça induit quand même beaucoup les actions de prévention qui vont s'y déployer. Et puis, des enjeux RH. Donc, c'est un élément qui revient aussi assez souvent dans les demandes des entreprises autour de l'absentéisme, de certaines formes de présentéisme, des retards assez réguliers et fréquents. Et puis, des enjeux culturels. Comme l'a dit M. Basset, l'alcool en France, ça reste notre produit phare, notre produit culturel. Donc, il génère du lien social. Donc, les enjeux sont nombreux et peut-être que la difficulté pour l'entreprise, ça va être de faire coïncider les intérêts de toutes les parties prenantes dans l'entreprise, ceux qui s'occupent de la productivité, ceux qui s'occupent des ressources humaines, ceux qui s'occupent de la santé. Et à un moment, ça va nécessiter de se mettre autour d'une table et de s'entendre sur ce qu'on vise en matière de prévention autour de cette question de la consommation d'alcool. En tout cas, il y a matière à se réunir puisque du coup, ça va toucher à peu près tous les protagonistes de l'entreprise. Tout à fait. Alors, amène une autre question. Entre vie privée, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, et vie professionnelle, comment aborder la question de l'alcool sans aller trop loin? C'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans Oui, l'investigation. Oui, tout à fait. L'enjeu, ce n'est pas de s'immiscer dans l'intimité, dans la vie privée des personnes et d'aller investiguer quelles sont leurs consommations dans leur vie de tous les jours du côté de leur vie privée. C'est vraiment de partir des éléments factuels qui sont repérables dans le cadre du travail. Donc ça, c'est important. L'alcool, c'est un produit qui trouble nos comportements. Il est consommé d'ailleurs pour ça. Il va amener des modifications comportementales, des modifications émotionnelles et il va troubler les relations interpersonnelles. Donc, il va y avoir un certain nombre de conséquences qui sont très factuelles dans le cadre du travail, qu'elles soient relationnelles, de l'impulsivité par exemple, vraiment des troubles du comportement, de l'agressivité ou des éléments très factuels aussi du côté du travail, justement des tâches, des erreurs, des difficultés dans les process, des suivis de sécurité. Et c'est vraiment sur ces éléments factuels qu'on va pouvoir travailler la question de la prévention des consommations. Donc l'enjeu, ça n'est pas d'aller faire un diagnostic ou d'aller investiguer les consommations du côté de la vie privée des personnes, mais de se dire que dès lors que les consommations induisent des troubles dans le cadre du travail et sur la scène du travail, c'est à la scène du travail d'en faire quelque chose. Si on faisait le parallèle, on pourrait faire ça par rapport aux jeunes, à nos enfants qui sont scolarisés en collège et en lycée. Dès lors qu'il y a des troubles du comportement dans le cadre de l'établissement scolaire doit en faire quelque chose, alors pas tout seul, avec les familles, avec d'autres acteurs, mais en tout cas doit s'en préoccuper. C'est pareil du côté du travail. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment être assez factuel du côté du travail. On n'est pas dans le jugement, dans la morale, dans la vie privée et l'intimité, on est vraiment sur des éléments très factuels. Très bien. Alors, comment structurer une démarche globale de prévention dans l'entreprise?
Alors, on peut utiliser différents modèles. Donc, ça, c'est ce qui va se construire avec les différents acteurs de l'entreprise. Donc, un modèle qui a été très utilisé, c'est celui de l'OMS avec la prévention primaire, secondaire, tertiaire, qui est plutôt un modèle centré sur la maladie, un modèle médical qui parfois ne parle pas beaucoup aux entreprises. On peut aussi utiliser un deuxième modèle qui est celui de Thomas Gordon, qui est centré sur la population cible. Donc, par exemple, en entreprise, on peut construire vraiment une démarche de prévention à 3 niveaux. Donc, une première phase de prévention qui concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, de quelle prévention l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur métier, leurs tâches, leurs fonctions, vont avoir besoin. Donc, ce qu'on appelle la prévention universelle, elle va s'intéresser à tout le monde. Donc, typiquement, le mois de janvier peut être l'occasion de communiquer sur la campagne Dry January et on est vraiment sur une démarche de prévention universelle qui s'intéresse à tout à chacun. Après, on peut amener une démarche plus spécifique par rapport à des métiers ou des postes à risque, des postes de sécurité avec des risques spécifiques. Et donc, sur ces postes-là, on va prendre des mesures de prévention qui sont spécifiques, qui sont en général plus coûteuses, qui nécessitent un engagement plus fort de l'employeur. Donc, on ne va pas les généraliser sur tout le monde, on va les spécifier sur certains postes. Donc là, l'enjeu, c'est d'éviter des formes de stigmatisation. Donc, c'est par exemple, pour les collaborateurs qui utilisent beaucoup les voitures de service, qui sont commerciaux, toujours sur la route, on peut prendre des mesures beaucoup plus spécifiques. Ils passent leur temps sur la route, ils ont des risques spécifiques liés à leur travail. Les travailleurs dans le bâtiment, par exemple, on peut avoir des risques aussi spécifiques liés à des métiers à risque, du port de charges de lourdes, etc. Donc, par exemple, les contrôles alcool ou les contrôles salivaires pour les stupéfiants peuvent faire partie des outils de prévention pour faire cesser une situation de risque qui ne va pas forcément être déployée sur l'ensemble des salariés de l'entreprise, mais sur certains postes identifiés dans le cadre du règlement intérieur en lien avec le service de santé au travail. Et puis, on peut aller encore un peu plus, resserrer encore plus la cible et prendre des mesures de prévention ciblées qui vont se déployer vraiment quand on aura repéré, quand l'encadrement aura repéré des collaborateurs ayant eu des troubles du comportement justement dans le cadre du travail, auront repéré des éléments assez factuels. Et pour ces collaborateurs-là, on pourra mettre en place des mesures de prévention vraiment ciblées avec une indication particulière, une articulation avec le médecin du travail et l'infirmière de santé au travail, par exemple, une orientation vers les services d'addicto extérieurs. Donc, on sera sur des mesures d'accompagnement ciblées sur des personnels ayant fait l'objet d'un repérage particulier. Et donc, ces mesures-là, on ne les appliquera évidemment pas sur toute l'entreprise, tout le panel. Donc, on travaille de cette manière avec une démarche assez structurée en prévention. Très bien. Alors, quel retour, effectivement, sur l'investissement dans l'entreprise ? Oui, alors il y a 2 études qui ont été faites il y a quelques années de ça. Donc, une étude qui a été menée par l'Association internationale de sécurité sociale qui avait permis d'investiguer près de 300 entreprises de 15 pays, donc pas uniquement françaises, cette étude-là. Et une autre étude qui a été menée en France, celle-ci par l'OPP-BTP, donc plutôt dans le secteur du bâtiment, et qui a investigué à partir de une centaine d'actions de prévention menées dans ces entreprises. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces 2 études sont tombées sur le même résultat et ont montré que quand les entreprises investissent 1 euro dans la prévention, elles ont un retour sur investissement de 2,2 €. Et donc ça, c'est des éléments chiffrés qui sont assez intéressants. On a l'impression que investir dans la prévention, on ne voit pas quel gain on peut y avoir. En réalité, il y a un retour sur investissement qui est important du coup et qui se chiffre. Et vraiment, les 2 enquêtes ont montré le même retour sur investissement de 2,2. Donc, la prévention est un moyen efficace et financièrement rentable pour les entreprises pour réduire un certain nombre de coûts. Et donc, voilà, ça, c'est un élément important à avoir en tête. Oui, donc c'est un bon investissement, clairement. Alors, quelles actions entreprendre pour sensibiliser mes collaborateurs au risque de l'alcool ? Alors, on peut mettre beaucoup d'actions en place dans les entreprises, donc avec la démarche que je précisais tout à l'heure. Donc, ça va se construire avec chaque entreprise en fonction de ses métiers, en fonction de son organisation et puis de son contexte. En tout cas, on peut développer des actions de sensibilisation et ça, c'est un élément important. L'alcool, il a beau être extrêmement social, culturel en France et très présent, il reste très tabou. Et donc, c'est difficile d'aborder sa consommation d'alcool. Il y a beaucoup de freins, beaucoup de tabous. On parle plus facilement du
tabac. D'une certaine mesure, on parle presque plus facilement aussi des stupéfiants, du cannabis. L'alcool, ça reste quand même assez tabou. Et donc, faire de la prévention, ça nécessite d'en parler ensemble. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on puisse mettre les collaborateurs autour d'une table, dans une pièce, et qu'on échange pendant quelques heures, pendant 2 heures, 3 heures. On peut affiner les formats selon l'organisation et les besoins de l'entreprise. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, sur des temps de sensibilisation collective, la première demi-heure est difficile, tout le monde est un peu voilà, coincé. Et puis, au bout d'une demi-heure, la confiance s'instaure, les langues commencent à se délier, les personnes se rassurent sur le fait que la prévention peut se faire sans être moralisatrice, on n'est pas dans le jugement. Et petit à petit, voilà, on lâche du côté du tabou et on peut aborder les choses et les vraies questions autour de ces consommations. Donc ça, c'est indispensable. Donc la question de la sensibilisation, elle est importante. Elle peut prendre des formes très diverses, des journées santé-sécurité, des quarts d'heure sécurité, des temps de sensibilisation spécifiques. Donc il peut y avoir des formes assez diverses. Le deuxième volet, ça va être vraiment de pouvoir former les personnes clés dans l'entreprise, c'est-à-dire les personnes qui ont des prérogatives particulières, qui peuvent être vraiment bien placées pour repérer justement les éléments factuels. Donc là, on pense vraiment à l'encadrement de proximité. Les managers de proximité sont vraiment des personnes essentielles à être formées. Ils doivent repérer les signaux faibles, être à l'écoute de ces difficultés qui sont difficiles à gérer, et puis eux aussi être de plus en plus à l'aise avec le sujet. Si le sujet est tabou pour eux, il va être compliqué pour eux de l'aborder avec leurs collaborateurs. Donc il faut se tranquilliser avec ce sujet, apprendre à en parler de manière assez naturelle, donc finir par être à l'aise avec son malaise. On dit souvent ça en formation pour l'encadrement. Et donc voilà, donc l'encadrement, ça fait partie des personnes clés à former, mais on peut aussi former les préventeurs quand il existe des préventeurs de services prévention, le service social du personnel, se mettre en lien avec le service de santé au travail, les services RH, donc peut-être des volontaires aussi, des personnes clés au niveau de la communication. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de former un certain nombre de personnes qui vont pouvoir poser les jalons des démarches de prévention. Et puis, l'entreprise doit mettre à disposition un certain nombre de supports d'information de santé publique, donc relayer les campagnes nationales, mettre à disposition des documents sur les structures externes à l'entreprise qui peuvent accompagner les collaborateurs. Donc, ça peut se faire dans les salles de pause, ça peut se faire dans les lieux de passage. Donc, il peut y avoir un certain nombre de documents mis à disposition des collaborateurs. Alors là, on prend un sujet qui est toujours un peu délicat. C'est comment gérer les moments de convivialité, les pots dans les entreprises. Parce que, alors moi, j'entends beaucoup de choses effectivement là-dessus. S'il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de convivialité et donc ça ne va plus. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu un peu ce mouvement-là il y a quelques années. Beaucoup d'entreprises ont revu leur règlement intérieur, ont du coup dans leur règlement intérieur interdit la consommation d'alcool dans le cadre du travail, en lieu et place du travail. Et ce faisant, finalement, on fait sauter un certain nombre de moments de convivialité. Donc en retirant l'alcool, on a retiré les occasions de se retrouver ensemble et de partager des moments importants et du lien social dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu ce court-circuit et sans alcool, il n'y a plus de convivialité. Donc là, il y a un enjeu fort pour l'entreprise. Quand il y a une démarche vraiment de réduire les risques liés à l'alcool dans le cadre du travail en limitant la consommation d'alcool dans les pots, l'enjeu, ce n'est pas de retirer la convivialité. C'est vraiment d'essayer de trouver des alternatives à l'alcool. Donc là, les deux aspects sont possibles. Il y a des entreprises qui, effectivement, aujourd'hui sont sans alcool et organisent des pots et des manifestations vraiment sans alcool, des petits déjeuners, par exemple, ou des apéros, mais vraiment qualitatifs, mais sans alcool. Et puis, il y a des entreprises qui ont fait le choix de maintenir la présence d'alcool. Et là, l'enjeu, c'est vraiment d'être dans une réduction des risques, donc avoir une quantité d'alcool à ces pots qui est proportionnée au nombre de convives attendus, donc pas des quantités astronomiques d'alcool où il y aurait vraiment, on induirait vraiment un lâcher en termes de consommation. Donc on proportionne la quantité d'alcool au nombre de personnes attendues. On a des alternatives à l'alcool qui sont des alternatives qualitatives, parce que quand même pendant longtemps, les pots avec alcool, il y avait des très bons alcools. Et pour ceux qui ne consommaient pas d'alcool, il n'y avait pas grand-chose de proposé en alternative. Donc il nous faut des alternatives qualitatives qui puisse y avoir à manger pendant ce pot, organiser le retour aussi des salariés, mettre en place des dispositifs de prévention, inviter les salariés à se tester avec des éthylotests qui sont mis à disposition, et puis en amont du pot,
avoir une communication assez claire sur le fait que de l'alcool sera présent. On demande à chacun d'être prudent en termes de retour suite au pot et donc de s'organiser avec un accompagnement, quelqu'un qui vient chercher. Il y a des entreprises qui mettent en place des dispositifs de car. Après, le but, ce n'est pas non plus que sous prétexte qu'il y a un dispositif de raccompagnement qui est mis à disposition, du coup, la consommation d'alcool est sans limite. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'être dans une certaine mesure, de ne pas forcément aller du côté de la prohibition, comme on le disait, si ce n'est pas le choix de l'entreprise. Par contre, de pouvoir penser ce moment comme un moment qui peut ne pas déborder. C'est un vrai sujet, effectivement. C'est la maîtrise, en fait, de cette consommation et de la mettre à disposition, en fait. C'est le sujet le plus compliqué. Et accepter que tout le monde n'est pas dans le choix de boire. Donc, la question de l'alternative, elle est importante. Et c'est vrai qu'elle a été sous-estimée pendant longtemps. On avait l'impression qu'au pot, finalement, tout le monde avait l'intention et le souhait de consommer de l'alcool, ce qui n'est pas le cas. Et quand on offre des alternatives, certaines personnes peuvent, ce jour-là, ne pas se sentir en forme, ne pas avoir envie de boire d'alcool. Alors, merci, mais que dit la loi concernant les consommations d'alcool dans le cadre du travail ? Alors, du côté de la loi, donc, il y a plusieurs articles qui peuvent nous intéresser. Alors, du côté du code pénal, ce qui est important à retenir, c'est que du coup, on est tous responsables. On est des citoyens, qu'on soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, on est tous des citoyens. Donc, on a tous l'obligation qui touche à chacun de nous de ne pas mettre la vie des autres en danger. Donc, on a l'interdiction de mettre en danger la vie d'autrui et on a l'obligation de porter assistance à personne en danger. Donc, ça, c'est vraiment un élément important. Dans le cadre du travail, ça s'applique également. Du côté du code du travail, il n'y a pas une interdiction formelle d'usage d'alcool dans le cadre du travail. Donc, les entreprises peuvent tolérer des consommations dans le cadre du travail, mais quand même, depuis 2014, le code du travail permet aux entreprises d'aller plus loin que le code du travail et d'aller jusqu'à une interdiction totale d'usage d'alcool dans le cadre du travail. Donc, les entreprises qui le souhaitent, si l'inspection du travail le valide, l'entreprise peut interdire totalement la consommation d'alcool dans le cadre du travail. Donc ça, c'est important. Ce qui nous revient souvent dans les interventions d'entreprise, les salariés pensent souvent que la responsabilité, finalement, n'incombe qu'au chef d'entreprise, qu'à l'employeur. En réalité, ce n'est pas le cas. L'obligation de prudence, donc l'employeur, lui, il a une obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui et par délégation de pouvoir sur tout son encadrement. Par contre, tout à chacun, en tant que salarié de l'entreprise ou collaborateur de l'entreprise, on a tous une obligation de prudence. Et donc ça, c'est repris aussi dans le cadre du travail. Chaque travailleur que nous sommes, on a l'obligation de prendre soin de notre santé, mais aussi de celles qui sont des autres concernés du fait de nos activités de travail. Donc ça, c'est vraiment un élément important. La responsabilité en cas d'accident du travail et d'accident grave, elle peut vraiment être partagée par un certain nombre d'acteurs. Donc, ce n'est pas que l'employeur qui a une responsabilité juridique. Et puis, donc l'autre élément important qu'il faut travailler dans les entreprises, donc ça c'est le Code du travail qui le dit, un article du Code du travail précise qu'il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans le cadre du travail une personne manifestement en état d'ivresse. Donc le manifestement en état d'ivresse, il est compliqué. Dans le Code de la route, il y a un taux légal qui est stipulé, donc 0,5 g par litre de sang, et au-delà de 0,8, c'est un délit. Dans le Code du travail, il n'existe pas de taux réglementaire, donc on est sur des signes manifestes. Donc encore une fois, il faut former un certain nombre de personnes à repérer les signes manifestes qui pourraient nous faire dire que là, ce jour-là, ou à la reprise du travail à 14 heures, cette personne n'est pas en état de tenir son poste en toute sécurité. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir organiser à la fois le retrait de poste, donc la mise en sécurité de la personne, et également l'évacuation du site, puisque l'employeur ne peut pas laisser entrer ou séjourner une personne manifestement en état d'ivresse. Donc, ça nécessite pour les entreprises de travailler des protocoles de retrait de poste, de mise en sécurité et puis d'évacuation. Tout à fait. Alors, là arrive aussi c'est comment repérer un collaborateur en difficulté avec l'alcool. Et effectivement, souvent, le management intermédiaire est bien démuni face à tout ça. Donc, on vous écoute attentivement sur ce sujet.
Alors là, il existe de nombreux signes. Alors, on va avoir des signes de l'absentéisme, par exemple, des signes évocateurs, donc de l'absentéisme répété, un état général de la personne qui se dégrade. Donc, on voit que la personne voilà, prend de moins en moins soin d'elle, un repli sur elle-même, elle est de plus en plus à l'écart de l'équipe, moins dans les moments justement partagés. Il peut y avoir aussi des plaintes des collègues qui remontent, un non-respect des procédures, des règles de sécurité, des oublis répétés. On sent que la personne, elle est là, mais elle n'est plus là. Il y a quelque chose qui se coupe dans sa relation au travail et aux collègues. Une baisse de vigilance, des difficultés de compréhension ou de mémoire, qui sont vraiment des éléments importants à repérer là, et alerter le service de santé au travail rapidement. Des répétitions d'incidents, de presque accidents, des conflits qui montent de plus en plus. Ça peut être des difficultés financières aussi, avec des demandes d'avance sur salaire qui peuvent être évoquées. Alors, l'alcool fait partie des sources de ça. Les jeux d'argent, par exemple, c'est un très, très gros pourvoyeur aussi de difficultés financières. Une haleine et des odeurs d'alcool assez répétées et qui peuvent être repérées par les collègues, parfois les clients, les prestataires ou l'encadrement. Des troubles de l'équilibre, de la coordination, des situations d'endormissement. Donc là, on peut avoir vraiment des signes qui sont très, très variés en termes de comportement et d'état général, l'excitation, l'euphorie, des comportements inhabituels, des changements d'humeur assez brusques dans la journée. Alors, la difficulté, c'est que tous ces signes ne sont pas des signes spécifiques uniquement à une problématique liée à l'alcool. C'est des signes qui évoquent un mal-être, une situation qui pour la personne est compliquée. Ça peut laisser à penser consommation d'alcool ou troubles addictifs d'une manière générale, mais ça peut aussi faire penser à beaucoup d'autres problématiques de santé, de problématiques personnelles. Donc ce ne sont pas des signes spécifiques. Et là, on voit bien que l'entreprise ne va pas pouvoir à elle seule gérer ces signaux d'alerte. Là, le travail de partenariat avec le service de santé va être vraiment essentiel et surtout le partenariat avec la personne concernée. Donc là, il faut pouvoir, à partir de ces signes évocateurs d'une difficulté et source d'inquiétude, pouvoir en faire part à la personne en vraiment manifestant à la personne que ces signes manifestes ont été repérés et qu'on s'inquiète pour elle. Donc ça, c'est tout l'objet aussi des formations et de l'accompagnement de l'encadrement, comment on dit les choses, comment on l'évoque avec la personne, comment on en parle avec elle sans qu'elle se braque, sans activer trop le déni et l'agressivité. En tout état de cause, dès lors que ces signes sont visibles dans le cadre du travail, il faut pouvoir les partager avec la personne pour commencer un travail d'accompagnement ciblé comme on l'évoquait tout à l'heure. Alors, dans la continuité, que puis-je faire pour accompagner un collaborateur en difficulté? Alors, lui en parler, c'est vrai qu'on dit souvent ça, que toute personne qui met sa main entre la personne et le mur des réalités empêche la personne de voir dans quelle mesure elle se trouve en difficulté avec tout ça. Donc, l'enjeu, c'est justement de retirer sa main, de partir des principes de réalité, des éléments factuels et de les énoncer à la personne. Donc, l'enjeu, ça va être vraiment pour l'employeur et l'encadrement d'évaluer vraiment la situation de travail, la situation de risque et de pouvoir là préserver la personne d'une situation de danger. Donc parfois, ça passe par des retraits de poste, des mises en sécurité. Et puis décider sur la base d'éléments factuels vraiment comment on s'y prend dans un accompagnement vraiment ciblé et à la carte. Donc ne pas rester seul pour l'encadrement, travailler avec les services de santé et puis éviter que la situation ne s'aggrave. Donc là, le risque dans ces situations, c'est comme c'est compliqué, qu'on ne sait pas comment l'aborder avec la personne, finalement, on finit par rien faire. Et la situation se dégrade, se répète, les signes s'accumulent, les difficultés s'accumulent de tous ordres, et puis la situation se complexifie et vraiment se chronicise. Et au bout d'un moment, on se retrouve dans des situations où ça fait 5 ans, 10 ans que ça dure. En gros, tout le monde savait. Donc ça, en termes de responsabilité, c'est extrêmement complexe. Tout le monde savait, tout le monde a perçu, mais tout le monde était mal à l'aise pour gérer. Donc on a fini par rien faire. Et la situation s'est vraiment détériorée à la fois pour la personne, mais aussi pour le collectif. Donc ça a généré en plus des risques psychosociaux pour le collectif. Donc il faut pouvoir s'entretenir assez clairement avec la personne sur la base des éléments factuels, la laisser aussi s'exprimer sur ses difficultés au travail et parfois en dehors, lui faire part aussi des inquiétudes et des constats et des difficultés que ça peut poser dans le cadre du travail, ça c'est un principe de réalité, et d'évoquer avec elle l'importance d'informer l'encadrement si on est collègue de travail et puis de travailler avec le service de santé. Donc là, l'enjeu, ça va être la visite
en service de santé au travail à la demande de l'employeur. C'est vraiment un élément qui peut motiver une visite à la demande de l'employeur et c'est extrêmement important comme message à envoyer à la personne. On veut prendre soin de vous. On ne veut pas qu'il vous arrive des bricoles dans le travail. On s'inquiète pour votre situation globale et du coup, on a besoin de travailler avec le service de santé au travail. Alors, je précise effectivement, j'en profite parce que effectivement, d'avoir recours à notre service, c'est effectivement notre métier et notre mission. Et vraiment, quand l'employeur fait une demande de visite au médecin du travail, il est vraiment important de demander aussi un échange préalable. C'est-à-dire que c'est important que le médecin sache pourquoi il reçoit ce collaborateur. Parce que effectivement, quand vous avez un collaborateur qui est dans le déni, alors le médecin, c'est effectivement son métier de savoir détecter à un moment donné qu'une personne peut être dans le déni ou pas. Mais je pense que ça permet et ça facilite aussi le travail collaboratif dont on a besoin dans ces situations entre le médecin du travail, parfois l'infirmier de santé au travail et l'entreprise. Aujourd'hui, enfin, je me permets de préciser aussi quelque chose, c'est que les entreprises ont beaucoup évolué aussi sur la vision qu'ils ont aujourd'hui d'un salarié qui a un problème d'addiction avec l'alcool. Et beaucoup savent que maintenant, c'est une maladie et c'est plus non plus un manque de volonté ou quelqu'un qui le fait exprès ou autre. Donc, on a une considération qui a beaucoup changé. Et surtout, on a aussi aujourd'hui une autre façon d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'on se dit on va plutôt essayer de trouver des solutions. Avant, la solution, elle était radicale. On trouvait la faute lourde et merci monsieur ou merci madame, écoutez, vous irez ailleurs. Voilà, donc on résolvait le problème comme ça. Depuis une dizaine d'années, on a un changement de comportement de l'entreprise qu'il faut valoriser et qu'il faut accompagner, puisque aussi le travail de binôme avec le médecin du travail, qui est de dire on doit effectivement accompagner ces personnes dans le maintien dans l'emploi, c'est aussi une de nos missions qui est importante. Et donc, ces missions combinées, qui effectivement sont aussi la responsabilité du service de santé au travail, permettent aussi à l'entreprise d'avoir un accompagnement plus spécifique et donc d'arriver à maintenir cette personne dans l'emploi parce qu'on sait aussi qu'une personne qui est malade alcoolique, je dirais le dernier fil qui le tient, c'est le travail. Une fois qu'il a perdu tout le reste, il lui reste le travail. Quand je dis tout le reste, c'est sa femme, sa famille, enfin voilà. Mais au moins, le travail est un maintien, est un lien, un maintien. Donc voilà, c'est important de pouvoir travailler en collaboration avec nos services de santé au travail. On voit aussi le binôme qui existe entre le médecin du travail et l'infirmier de santé au travail. L'infirmier peut aussi récolter beaucoup d'informations et peut aussi orienter les collaborateurs. Donc ça, c'est important aussi. Ça a beaucoup évolué aussi sur ce point-là. Et les collaborateurs se livrent parfois plus facilement aux infirmiers parce que l'infirmier ne prend pas de décision. Un médecin, il peut y avoir un verdict derrière. Donc, la relation est différente. Donc, voilà, c'était des petites précisions pour les entreprises qui nous écoutent parce que c'est vraiment important que vous ayez ça en tête et que vous puissiez être libre avec nos médecins. Alors, quand vous précisiez, Valérie, je vous coupe, quand vous précisiez que c'est important que le médecin ait été informé de la raison de cette visite à la demande de l'employeur, c'est vraiment essentiel. Et en tout cas, pour les services de santé avec lesquels je travaille très, très souvent, ce qui est aussi beaucoup demandé par le médecin du travail, c'est que la personne elle-même ait été informée avant de ce rendez-vous du pourquoi de cette demande de visite à l'employeur. Et c'est ça qui est compliqué souvent pour les entreprises et pour l'employeur, c'est d'évoquer avec la personne la raison de cette visite à la demande de l'employeur parce qu'il va falloir mettre effectivement ce sujet sur le tapis lors d'un entretien et énoncer assez clairement à la personne que l'on s'inquiète pour elle, qu'on a repéré un certain nombre d'éléments factuels qui sont de nature à nous inquiéter et que comme on n'est pas médecin, on va avoir besoin d'un avis médical là pour s'assurer que la personne, elle peut travailler et sans que ce soit péjoratif pour sa santé. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est cet entretien-là qui est très décisif aussi, de pouvoir accompagner les entreprises, les employeurs et managers à cet entretien qui va effectivement donner suite après à la visite médicale. Donc, la question de la transparence, elle est essentielle là, avec la personne. On ne peut pas faire dans son dos puisqu'on va avoir besoin de travailler après en collaboration avec elle. Donc, il y a vraiment besoin qu'elle soit associée dès le départ à une conscientisation des difficultés qui sont observées par les uns et les autres autour d'elle. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Alors, vers qui les orienter ?
Alors, en dehors du service de santé au travail dont on vient de parler, et qui est vraiment la pierre angulaire de l'accompagnement qui va se dérouler par la suite, l'employeur peut aussi ouvrir et communiquer, d'ailleurs à l'ensemble de ses salariés, là, ça peut se faire à l'ensemble des salariés, sur l'existence de centres d'addictologie. Donc, il existe partout en France des XAPA, donc CSAPA, donc des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc, ce sont des centres qui sont gratuits, accessibles à tous, pas sectorisé et où il n'est pas nécessaire d'avoir une préorientation médicale. Donc, tout à chacun, on peut se rendre dans un XAPA si à un moment dans sa vie, on s'interroge sur ses consommations et on a besoin d'être accompagné. Donc, pour les salariés, c'est vraiment un lieu d'aide et d'accompagnement qui est très important. Donc, voilà, des XAPA. Donc, il existe des XAPA dans tous les départements et dans toutes les grandes villes. Alors, rappel de la alors, excusez-moi, Addicted Pro. Donc, le rôle d'Addicted Pro, c'est d'accompagner les entreprises et effectivement les addictologues. Donc, rappel, je souhaite former mon équipe médicale de mon entreprise à la prévention d'une consommation problématique avec l'alcool. Comment je fais? Qui peut m'aider en fait? Alors, il existe des formations. Alors, si le service de santé souhaite se former, il existe des DU, par exemple, d'addictologie pour les médecins, les professions médicales, donc ils sont très importants quand c'est vraiment un sujet qui revient souvent et les professionnels de santé souhaitent se former, donc des DU d'alcoolologie, d'addictologie. Et puis ensuite, vous pouvez contacter les structures d'addictologie locales, donc les XAPA, qui proposent tous des formations en addictologie. Donc, on peut se former à cette question-là très localement. Donc, il existe aujourd'hui de nombreuses formations. Donc, vous retrouverez aussi toutes ces informations sur le site d'Addicted Pro. Donc avec les coordonnées de toutes les structures d'addictologie de vos départements. Et puis, il y a une formation qui est assez intéressante en santé au travail qui s'appelle le RPIB, donc se former au repérage précoce et à l'intervention brève, parce qu'on sait que dans les services de santé au travail, les thématiques de santé sont extrêmement nombreuses. L'alcool, ce n'est pas le seul sujet à aborder en entretien de santé au travail. Et donc, le repérage précoce et l'intervention brève, ce sont des techniques de repérage et d'entretien assez courts qui permettent vraiment de repérer des consommations à risque et de pouvoir faire un premier niveau d'accompagnement sans que ça embolise complètement voilà, des entretiens trop longs. Donc, c'est une technique assez intéressante. Donc, on peut former. Vous retrouvez aussi des ressources en formation RPIB sur le site d'Addicted Pro. Alors, il y a aussi un point qui est souvent évoqué, c'est voilà, l'entretien motivationnel, comment effectivement on l'anime, on arrive à le gérer, on arrive à avoir des informations. Donc, l'entretien motivationnel, c'est une des postures relationnelles. Donc, c'est une posture de communication, une posture relationnelle qui est issue de la clinique. Donc, c'est vraiment, elle a été formalisée par 2 psychologues qui ont étudié leur pratique clinique mutuelle. Et donc, c'est un style de communication qui est vraiment centré sur la collaboration avec la personne pour éviter de faire monter le niveau de résistance et de confrontation. Et donc, dans des thématiques de santé où il y a beaucoup d'ambivalence, alors l'ambivalence, c'est quand à la fois c'est bon et en même temps, il y a des dommages et il y a des risques. Et donc, les addictions et la consommation d'alcool fait partie de ces sujets où, pour les consommateurs, il y a de l'ambivalence. C'est à la fois très plaisant, très agréable et ça peut avoir un effet thérapeutique, comme l'évoquait M. Basset tout à l'heure. Et en même temps, ça comporte des risques, ça entraîne des dommages et ça entraîne des conséquences négatives. Donc, l'ambivalence, c'est cette espèce de balance à l'intérieur de soi où on y trouve à la fois des bénéfices et en même temps, c'est dommageable. Et quand on est coincé dans l'ambivalence pendant longtemps, c'est vrai que c'est compliqué de faire cheminer les comportements et d'amener du changement dans les comportements. Donc, l'entretien motivationnel, c'est une posture relationnelle qui est assez favorable pour accompagner les personnes qui sont coincées dans l'ambivalence pour amorcer un changement dans leur comportement. Donc, il n'est pas spécifique aux consommations d'alcool et à l'addiction. Il est utilisable dans beaucoup d'autres thématiques de santé où il y a de l'ambivalence, mais il a été particulièrement étudié dans le champ des addictions. Et donc, c'est vraiment, on peut former par exemple aussi les préventeurs d'autres acteurs de l'entreprise à cette posture-là ou à des premiers éléments de cette posture pour être vraiment dans un relationnel avec les personnes qui soit beaucoup plus collaboratif et moins dans la confrontation.
Donc, le risque dans les addictions, c'est quand on met le sujet sur le tapis, si on y va trop fortement, on va activer de la résistance chez la personne et au lieu de produire du changement, au contraire, ça va renforcer la personne dans ses comportements. On va être contre-productif. Donc, l'entretien motivationnel, il est utile au changement de comportement. Donc, on peut trouver aussi sur les départements, donc Addiction France fait partie des associations qui peuvent former aussi à l'entretien motivationnel, mais voilà. Et il y a un site important, c'est l'AFDEM, l'Association française de développement de l'entretien motivationnel, où vous pouvez retrouver beaucoup de formations sur l'entretien motivationnel. Merci. Alors, un engagement, parce qu'effectivement, on parle de tous ces sujets et on essaie effectivement de motiver les entreprises et en tout cas de pouvoir vous accompagner aussi du mieux possible. Donc, comment s'engager davantage dans la prévention des conduites addictives au travail. Alors, il y a le dispositif ESPER. Les entreprises et les services publics s'engagent résolument dans la diminution, dans la maîtrise des conduites addictives et donc de la consommation de tous ces produits en entreprise. Donc, vous retrouvez le site avec l'adresse sur l'écran. Ne vous inquiétez pas, on vous communiquera aussi toutes les informations et toutes les personnes pourront avoir accès à ces informations par mail puisqu'on vous donne tous les éléments. Donc, c'est un projet qui accompagne les entreprises, qui est issu en fait de Mildeka, cette commission interministérielle contre la lutte contre les drogues et l'alcool en entreprise. Donc, nous sommes, nous, Efficience, partenaires de ce dispositif ESPER. Nous sommes aussi partenaires effectivement d'Addicted, avec qui on réalise ces webinaires. Notre mission, nous, en tant que service de santé au travail, c'est vraiment de pouvoir aussi vous accompagner sur ces sujets de prévention. Et donc, c'est aussi pourquoi on s'équipe et on s'entoure de professionnels pour être, je dirais, tous ensemble un peu plus forts sur ces thématiques et avoir plusieurs axes finalement, je dirais, d'entrée, parce qu'on s'aperçoit qu'un seul ne suffit pas et chaque personne va être réceptive d'une manière très différente. Alors, Addicted, je veux bien la petite slide sur Addicted. Ah, voilà. Donc, Addicted Pro, c'est un portail, du coup, qui vous permet d'avoir accès à des fiches pratiques par thématique, de manière à pouvoir prévenir et réagir, un annuaire des acteurs qui peuvent accompagner donc les entreprises dans leur démarche de prévention et de conduite addictive. Alors, nous, effectivement, nos médecins ont ce portail à disposition, mais bien évidemment que vous aussi, entreprise, vous pouvez aller sur ce portail et trouver aussi beaucoup d'informations qui sont nécessaires aussi à la compréhension des sujets d'addiction et vous permettre, je dirais, d'être parfois aussi plus à l'aise avec ces sujets quand vous avez des collaborateurs qui sont dans ces situations-là au sein de vos entreprises. Que dire d'autre? Efficience. Donc, vous nous connaissez un petit peu puisque normalement, nous vous suivons en tant qu'entreprise. Donc, Efficience Santé au Travail, on est vraiment à votre disposition, toutes nos équipes, je dirais, médicales et paramédicales, pour vous accompagner sur ces problématiques d'addiction. Nous, ça a été une thématique, effectivement, qu'on a beaucoup travaillé cette année, mais que nous allons continuer à travailler, puisque il ne faut pas qu'on ait des effets comme j'explique souvent, de one shot. On est sur vraiment un partenariat à long terme et on voit bien que ce sujet devient un sujet prégnant dans les entreprises et on doit continuer à pouvoir vous accompagner au mieux sur ces thématiques-là. Donc, n'hésitez pas à avoir recours, n'hésitez pas à communiquer avec le médecin du travail, avec l'infirmier de santé au travail. C'est vraiment des sujets qu'il faut traiter parce que, évidemment, ce ne sont pas des sujets simples, on le voit au quotidien. Moi, quand je suis en rendez-vous avec vous, eh bien, des fois, je sens qu'il y a quelque chose, mais vous n'êtes pas encore prêt. Donc, je laisse passer, on reviendra plus tard. Mais c'est normal, c'est un sujet très complexe à gérer en entreprise. Donc, on essaie vraiment de vous accompagner au mieux avec tout ça. Est-ce que vous avez des questions, des réponses qu'on pourrait apporter? Pour le défi de janvier, vous aurez tous les outils de communication. N'hésitez pas à vous taper sur Google le défi de janvier. Vous aurez les flyers, les affiches, les bannières, les recettes de cocktails sans alcool. Parce que effectivement, se dire un mois sans alcool, alors ça peut être aussi un mois avec une maîtrise de sa consommation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer à zéro, mais au moins se dire que
je fais un point avec ma consommation d'alcool. J'en suis où? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement j'ai augmenté ma consommation ou pas? Si je fais un petit rétro, je regarde dans le rétro l'année d'avant et l'année passée encore, avec ces confinements, ces changements, voilà, on est contraint de plein de choses. Est-ce que finalement ma consommation a augmenté? Est-ce qu'au contraire elle a diminué? Est-ce que je ressens finalement le besoin maintenant de davantage boire? Est-ce que c'est nouveau pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux en parler? Voilà, je pense que c'est un moment de faire un arrêt sur image et peut-être de se dire, moi, mon défi, c'est peut-être de boire que 2 verres par jour et pas tous les jours, parce qu'aujourd'hui, j'en buvais 1 ou 2 tous les jours. Ça peut être de se dire, je ne bois que le samedi et de manière très raisonnée. Alors, je reviens sur ce que disait le docteur Basset tout à l'heure. C'est quoi une consommation raisonnable? Enfin, l'idée, c'est voilà, c'est que chacun puisse s'approprier sa consommation et qu'effectivement, vous puissiez la maîtriser. C'est aussi en entreprise se dire, mais peut-être qu'on peut lancer aussi un défi en janvier. Voilà, il vous reste quelques semaines pour vous organiser en interne et vous dire, bon, cette année, on communique aussi. Ça vous permettra aussi derrière de pouvoir dire, mais on ne fait plus de pause sans alcool. Enfin, c'est aussi des arguments, c'est aussi vous semez petit à petit aussi vos graines. Et puis, c'est un travail qui sera long. Quand on voit les campagnes de prévention routière pour mettre notre ceinture de sécurité, on a mis combien d'années à mettre une ceinture? Donc, on mettra combien d'années aussi à maîtriser ses consommations dans les entreprises et on arrivera à retrouver de la convivialité parce que l'objectif, effectivement, c'est d'arriver à avoir toujours un plaisir à venir travailler dans son entreprise, un plaisir d'être avec ses collègues et un plaisir de partager aussi un certain nombre de choses qui soient positives. Y a-t-il des questions? Parce que alors moi, je peux être intarissable sur le sujet. Je ne vois pas de questions. Alors, vous pouvez les poser sur le chat, n'hésitez pas. On va patienter quelques minutes. Vous retrouverez tout par mail. On vous envoie les supports avec tout ce qui a été dit par le docteur Basset et par Gaël Sautin. Donc, vous aurez toutes ces informations. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va du coup clôturer le webinaire et surtout vous remercier beaucoup tous, à la fois vous, spectateurs, participants, et surtout je remercie beaucoup Gaël Sautin et le docteur Bernard Basset pour votre participation riche, intéressante, inspirante, parce qu'effectivement, ce sujet n'étant pas simple, eh bien, il vaut mieux être accompagné. Merci à tous et je vous souhaite un très bon défi de janvier. Merci, bonne continuation. N'hésitez pas, peut-être qu'on lancera aussi quelque chose sur LinkedIn pour voir un petit peu comment vous réagissez, quelles sont les entreprises qui vont jouer le jeu et qui vont se dire allez, on y va, on essaie. On peut essayer, c'est parfois plusieurs essais c'est comme au rugby, hein, on essaie et on marque. Voilà, on peut faire cette comparaison. Merci à tous, très belle journée, à très bientôt. Merci. Au revoir. Il est très sensible.